Une question classique qui est devenue rare aujourd'hui, le rachitisme carentiel chez l'enfant, connaît-il? Le plan de la question, vous vous êtes habitué maintenant, c'est l'introduction de la question, la physiopathologie, qui est un chapitre important, la clinique, le diagnostic radiologique et biologique, comment on fait le diagnostic positif d'un rachitisme carentiel, quels sont les différents diagnostics différentiels qu'il faut penser, la prise en charge de cette pathologie, est-ce qu'on peut la prévenir? La réponse est oui, et on va conclure la question. Le rachitisme carentiel, et notez bien la définition, elle est très importante, c'est une anomalie de minéralisation du tissu osseux ostéoïde, ça veut dire nouvellement formé, chez un enfant en pleine croissance. Et cela est dû à une carence quantitative en vitamine D. En connaissant bien la définition, on élimine tout ce qui est anomalie d'ossification qui est due à une carence qualitative en vitamine D. L'intérêt, c'est une pathologie de par la fréquence a vu une nette diminution grâce à la prévention instaurée en Algérie. Elle est grave, le pronostic vital est menacé, notamment par les complications respiratoires, neurologiques aussi. Le pronostic fonctionnel par les déformations osseuses donc peut être mis en jeu. Il y a un conflit des immunitaires, donc une susceptibilité accrue aux infections. Actuellement, on sait que la vitamine D, elle est considérée comme une normale. La prévention, elle est possible et facile. Physiopathologie du rachitisme carentiel, on sait que l'ossification donc, de la matrice osseuse nécessite la présence donc, du calcium, du phosphore et de la vitamine D en quantité et en équilibre parfait. Cela donc, dépend d'un apport alimentaire et d'une absorption digestive intacte avec un rein fonctionnel. Pourquoi? On va voir donc sur ce tableau. La première hormone qui intervient donc au niveau du métabolisme phosphocalcique, c'est la parathyroïde hormone, ou la PTH, qui est synthétisée au niveau des glandes parathyroïdes, de part et d'autre de la glande thyroïde. Son rôle, c'est qu'au niveau du rein, elle va stimuler la 1,25-hydroxylase, qui est une enzyme qui va transformer le 25-hydroxylase vitamine D en la forme active 1,25-dihydroxycholécalciférol. Le rôle de cette forme active, c'est stimuler la réabsorption rénale, donc au niveau du calcium, et l'inhibition de la réabsorption du phosphore. Cette hormone PTH, au niveau de l'os, elle va stimuler les ostéoclastes, donc pour qu'il y ait une augmentation de la calcémie. Et sur l'intestin, elle va augmenter l'absorption digestive du calcium et du phosphore. La deuxième molécule, c'est la hormone ou la vitamine D. Donc, au niveau, elle est apportée par l'alimentation. Il y a une partie de la vitamine D qui est synthétisée par la synthèse au niveau donc, du tissu sous-cutané. Au niveau du foie, la forme 25-hydroxycholécalciférol, elle va donc agir pour synthétiser cette forme. Au niveau du rein, elle va stimuler la synthèse de la forme active pour réabsorber le calcium combiné au phosphore. Elle va participer à l'ossification de l'os. Et au niveau de l'intestin, la vitamine D augmente l'absorption du calcium et donc du phosphore. La calcitonin, c'est une hormone hypocalcémiante, donc elle est sécrétée quand il y a une hypercalcémie et elle va favoriser donc au niveau du rein l'élimination du calcium. Sur le plan clinique, le rachitisme en fonction des stades de révélation, on peut avoir des signes d'appel différents. Pour les stades précoces, les nourrissons moins de 6 mois, en général c'est un tableau de trémulation, voire des convulsions ou un spasme laryngé et à l'extrême une insuffisance cardiaque par une cardiomyopathie dilatée hypocalcémique. Si on l'examine sur le plan clinique, on trouve au niveau donc, du crâne le signe qu'on appelle craniotabèse. C'est quoi? C'est une sensation de balle de ping-pong à la pression digitale de l'os du crâne. L'os du crâne est tellement fragile que quand on exerce une pression, on a l'impression qu'il y a une dépression qui se crée. Attention, chez les nourrissons moins de 3 mois, ce signe est purement physiologique. Entre 6 mois et 9 mois, donc au niveau du crâne, le signe de craniotabèse est toujours retrouvé.
On a ce retard de fermeture de la fontanelle, notamment la fontanelle postérieure, avec un aplatissement occipital, donc une plagiocéphalie, quand l'enfant a tendance à être toujours donc, en décubitus latéral. Au niveau des membres, on va noter donc des bourrelets épiphysaires avec des nouures palpables et parfois visibles au niveau des poignets et des chevilles. Je vais vous montrer les photos par la suite. Au niveau du thorax, on a la palpation du chapelet costal. C'est quoi? C'est des nodosités palpables à la jonction chondrocostale, donc de part et d'autre du sternum, quand on descend au niveau des côtes, avec une protrusion sternale et une dépression sous-mamelonnaire et l'évasement inférieur. C'est un aspect de thorax élargi à sa base. Pour le bassin, donc on a une syphose avec le rachis, une syphose dorso-lombaire et hypotonie musculaire. Parfois, c'est des retards d'acquisition psychomotrice, un enfant qui ne se tient pas assis, avec une déformation de la colonne vertébrale. Il y a un risque de fracture pathologique chez ces enfants. Et on note une hyperlaxité des ligaments, des articulations, une hypotonie, un retard de la marche, un retard d'apparition donc dentaire, des troubles de l'émail, parfois des caries précoces et des infections à répétition. Au stade de rachitisme sévère, ça veut dire quand l'enfant est venu au stade tardif, on peut avoir des génuvaromes majeurs, car l'enfant essaye de se tenir debout. Et donc la pression et le poids du segment supérieur qui va s'exercer au niveau des membres inférieurs fait qu'il y ait formation de coxavara, donc une déformation de l'articulation coxofémorale. On aura une syphoscoliose grave avec des vertèbres en double contour et un retard staturopondéral important. Heureusement, ces stades sévères de rachitisme sont rarement vus à partir du moment où on fait une prévention correcte. Voici les images. Donc ça, c'est une image au niveau du pied, dans le membre inférieur. Vous voyez qu'il y a une déformation donc, du tibia avec un aspect élargi de l'articulation. C'est les nouures au niveau des membres inférieurs. Au niveau donc de membres supérieurs, donc vous voyez là, c'est la main. Là, vous voyez cet aspect d'élargissement transversal du poignet. Ça, c'est les nouures. Au niveau du thorax, vous voyez cet aspect élargi à la base. Le chapelet costal n'est pas très évident, mais c'est à la palpation que vous allez le rechercher et c'est à ce niveau-là. Donc là, vous avez le sternum au milieu. De part et d'autre, vous allez palper des nodosités au niveau de chaque côte antérieure, de part et d'autre, donc de sternum. Et sur les membres inférieurs, vous voyez là l'aspect de membres inférieurs en parenthèse, ou la classique membre en haut, par déformation donc des diaphyses de tibia et de fibula. Sur le plan radiologique, donc quand on a des signes cliniques de rachitisme, on va réaliser des examens radiologiques, c'est des radios simples, standards. Donc du crâne, on a l'amincissement de la voûte crânienne avec un retard d'ossification des sutures. Quand on fait des radios au niveau des membres, pour le membre avec des os longs, il faut analyser la métaphyse, l'épiphyse. L'épiphyse, c'est la partie qui forme l'articulation. La métaphyse, c'est la partie qui vient en dessous de l'épiphyse et puis vient la diaphyse. Donc l'épiphyse, elle est entre la diaphyse et la métaphyse. Vous allez voir ça sur la radio par la suite. Pour la métaphyse, on a un élargissement des métaphyses avec des lignées métaphysaires incurvées, des aspects flous, frangés, dentelés, spéculeux aux extrémités. C'est le classique toit de pagode. C'est les misons chinoises. Donc, l'épiphyse, on a un retard d'apparition des noyaux épiphysaires avec parfois des noyaux présents mais avec contours flous et irréguliers. Et sur la diaphyse, on a une déminéralisation, une incurvation, voire des fractures, des décollements périostés, des stries de Loser-Milkmas, c'est des pseudo-fractures, c'est des lignées donc perpendiculaires à la diaphyse qui prédit la sévérité de la maladie. Sur ces images, on va voir d'abord. Ça, c'est une radio au niveau de genou. Ça, c'est l'articulation. Là, vous voyez, les points qui sont absents, là, c'est les points épiphysaires. Donc, il n'y a pas pour le moment. Là, c'est l'extrémité en toit de pagode, spéculée. Vous voyez les franges qui sont érodées.
Donc, il n'y a pas une ligne rectiligne bien nette. Donc, vous avez des spécules. Et au niveau donc de la diaphyse, on ne va pas en totalité, on a la trame osseuse qui est très faible. Sur cette radio des deux membres inférieurs chez un enfant donc atteint d'un rachitisme au stade avancé, vous voyez cette incurvation des deux fémurs et cette déformation des deux tibias. C'est l'aspect en parenthèse. Là, ces deux diaphyses, vous voyez l'amincissement des corticales avec donc déformation de l'os qui prend un aspect incurvé. Et là, c'est une radio de poignet. On voit qu'il y a deux points d'ossification, mais qui ne sont pas très densifiés. Donc, il y a un aspect flou de ces deux points d'ossification et l'extrémité des deux os de l'avant-bras qui est en toit de pagode. Sur cette radiographie du thorax, on va vous montrer, bien sûr, il faut analyser le cadre osseux, le médiastin, c'est comme toutes les radiographies, mais nous, on va s'intéresser beaucoup plus au cadre osseux et donc on va vous montrer ici. Donc, ce que vous voyez nettement, ça, c'est les côtes postérieures. Vous les voyez en totalité. Ceux-là que vous voyez pratiquement à moitié, c'est les côtes antérieures. Regardez bien la côte antérieure. Si on va essayer de la suivre, elle est fine, puis elle va se terminer en s'évasant, en s'élargissant. Ça, c'est 1. Ça, c'est la côte numéro 2. Ça, c'est le numéro 3. La côte, elle est bien rectiligne et dessinée. Après, il y aura une boursouflure de son extrémité. Ça, c'est le classique aspect bouchon de champagne et c'est l'équivalent radiologique de l'aspect clinique chapelet costal. Vous voyez, c'est superposé, c'est des nodosités superposées que vous allez retrouver de part et d'autre de sternum. Donc pareil du côté contralatéral. On a un diagnostic clinique, on a un diagnostic radiologique. Maintenant, on aura besoin de certains éléments biologiques pour confirmer le diagnostic. Donc, devant un syndrome de rachitisme, on doit faire une calcémie. La calciurie, parfois, on aura donc recours à dosage donc, de la calciurie, mais il n'est pas de pratique courante. C'est la phosphorémie par contre, la phosphatase alcaline et la parathormone. On a 3 stades de Fraser en fonction de taux donc, de calcium et de phosphore. Et je vais vous expliquer, comme ça va être très facile. Le stade 1 de Fraser, vous avez une hypocalcémie. C'est des enfants qui viennent pour des convulsions, par exemple des tétanies. Vous dosez la calcémie, elle est inférieure à 2,5 mmol par litre et parfois vous avez des dosages en milligrammes par litre, c'est inférieur à 80 mg par litre. Une calcémie qui est basse avec une phosphorémie qui est normale. Quand on fait les phosphatases alcalines, quel que soit le stade, elles sont très élevées. Gardez en tête que les phosphatases alcalines sont très élevées et c'est un élément de surveillance. Quand on traite, il faut que ça redevienne normal. La parathormone au début, elle n'est pas stimulée. Donc il y a une hypocalcémie, mais la PTH n'est pas encore sécrétée. Elle est normale entre 40 et 80. Et on sait que l'hypocalcémie stimule la PTH pour augmenter la réabsorption du calcium au niveau du rein, rappelez-vous, et la résorption de l'os. Donc l'essentiel, c'est de ramener du calcium pour corriger cette hypocalcémie. Donc si on laisse l'enfant évoluer sans traitement, l'organisme il va répondre. La PTH va augmenter pour normaliser la calcémie. La phosphorémie, elle est basse parce qu'on sait que la PTH aime le calcium, mais elle déteste le phosphore. Il va être éliminé par le rein. Ce mécanisme de compensation, il va être vitement épuisé si on ne traite pas l'enfant et il va évoluer vers le stade 3 que malgré la PTH qui reste toujours élevée, on n'arrive pas à normaliser la calcémie parce qu'on a une hypocalcémie. Les apports sont diminués. Donc, malgré une PTH élevée, la calcémie reste très basse. Donc, voici les 3 stades de Fraser. Donc, une calcémie basse au départ sans qu'il y ait réponse PTH avec une phosphorémie normale. C'est des enfants qui peuvent convulser à cette étape. En stade 2, on ne convulse pas parce que la calcémie est normale car la PTH a compensé
cette hypocalcémie, mais elle sera vite débordée et malgré qu'elle sera au plafond, la calcémie reste basse et au stade 3, les enfants risquent de convulser par hypocalcémie. Autres dosages qui peuvent être réalisés, c'est le dosage de la forme de stockage de la vitamine D, qui est la 25-OHD, donc hydroxycholécalciférol circulante. C'est un dosage qui est cher et qui n'est pas nécessaire au diagnostic. Autres bilans qui peuvent être réalisés, on peut faire donc une ferritinémie, une numération formule sanguine, une gazométrie artérielle, etc. Le diagnostic positif se base sur 3 arguments. Les arguments anamnestiques, c'est un enfant qui n'a pas pris sa dose de vitamine D, des signes cliniques et radiologiques de rachitisme qu'on a vus en long et en large, et bien évidemment la réponse au traitement vitamino-calcique. Un rachitisme carentiel, si on traite par de la vitamine D, si on donne du calcium, on a une réponse spectaculaire. Le cas contraire fait reconsidérer le diagnostic. Donc, pensez au diagnostic différentiel. C'est les rachitismes vitamino-résistants, qui veut dire, malgré le traitement vitamino-calcique, l'enfant ne répond pas. Et on a plusieurs étiologies. Je vais vous donner juste 3 étiologies qu'il faut juste les avoir. C'est le rachitisme pseudo-carentiel. On a 2 types, le type 1 et le type 2. Le type 2, c'est le plus grave avec une alopécie et qui ne répond pas pratiquement au traitement. Le rachitisme hypophosphatémique avec ses différentes entités, surtout celui lié à l'X. Et les tubulopathies, notamment les tubulopathies proximales, comme le syndrome de Détoné-Teubré-Fanconi, qui soit idiopathique ou secondaire, surtout à une cystinose, ou bien une tyrosinémie, ou bien une galactosémie, voire la maladie de Wilson. Donc vous voyez que plusieurs pathologies peuvent se révéler par un rachitisme clinique et biologique. Nous, on va voir aujourd'hui la prise en charge de rachitisme carentiel. Elle est facile. On a dit qu'il y a une carence en vitamine D, on a une hypocalcémie, donc voilà ce qu'on va donner. De la vitamine D par voie orale, car l'absorption par voie orale est plus importante par rapport aux comparaisons avec la voie intramusculaire. Le calcium, c'est en fonction de degré de l'hypocalcémie. Si on a une hypocalcémie sévère et symptomatique, on est obligé de corriger par voie intraveineuse avec 1 g de calcium élément par mètre carré sur 48 heures, donc sur des rations de base avec sérum glucosé. Si la calcémie n'est pas très importante, donc diminuée mais de façon peu importante, la voie orale est donc conseillée et on donne 500 mg à 1 g par jour. L'évolution sous traitement, au bout d'une semaine, la calcémie se normalise, c'est le premier paramètre à se corriger. Les phosphatases alcalines, rappelez-vous, on a dit elles sont très élevées pendant la maladie, elles vont se normaliser à 1 mois de traitement. 3 semaines après, si on fait une radiographie de contrôle, on voit l'apparition des appositions périostées qui témoignent de l'efficacité du traitement. Si l'enfant est vu au stade de déformation osseuse, c'est-à-dire au-delà de l'âge de 1 an, ça prend un temps plus important pour s'améliorer. C'est entre 2 et 3 ans pour retrouver donc une structure osseuse normale. Le dépistage et prévention, on sait que c'est une maladie grave et que la prévention, elle est facile, donc l'intérêt de faire un dépistage. Tous les enfants qui consultent, pour n'importe quel motif de consultation, il faut toujours examiner, rechercher les signes de rachitisme, voir sur le carnet de santé, est-ce qu'ils ont reçu ou pas leur dose de vitamine D. Et selon le programme national de prévention contre les maladies carentielles, en Algérie, il y avait une instruction ministérielle, le numéro 841 en 1998, qui stipule que tous les nourrissons doivent recevoir 2 doses de vitamine D à 5 mg, l'équivalent de 200 000 unités per voie orale à l'âge de 1 mois et à l'âge de 6 mois. En conclusion, le rachitisme carentiel est devenu rare en Algérie, heureusement grâce au dépistage et à la prévention. Le diagnostic est facile, la prise en charge, vous avez vu, elle est bien codifiée. L'intérêt de dépistage de tous les enfants, surtout ceux à risque, les prématurés, les petits poids de naissance, etc. Et je vous remercie.